Bonjour Moïse. Bonjour Carole, bonjour Stéphane, bonjour aux téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Voilà, bonjour Stéphane, bienvenue. Bonjour Carole, bonjour Moïse, bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices Voilà. et auditeurs Diaspora FM. Je prends l'habitude de ne plus vous présenter, vous êtes tous deux analystes politiques. Et ce sera sur le coup d'État déjoué. On va également essayer d'analyser le point fait par le Conseil des ministres extraordinaire tenu hier au palais de la Marina par le chef de l'État, Patrice Talon. Alors, tous les otages libérés après le coup d'État manqué ce dimanche au Bénin, des putschistes encore en cavale, Moïse Novion. Ah oui, des putschistes encore en cavale, et ça en rajoute un tout petit peu aux inquiétudes. On aurait aimé que tous les acteurs impliqués d'une manière ou d'une autre soient effectivement définitivement sous le contrôle entier des forces de l'ordre et de l'État béninois. Et c'est peut-être un appel qu'il faut lancer à ce que la population puisse continuer de collaborer, parce que avant même de venir à des cas de putschistes qui sont encore en cavale et qui sont activement recherchés et qui certainement seront très certainement arrêtés et mis définitivement hors d'état de nuire, il faut commencer déjà par voir dans le récit de l'événement, le compte rendu du Conseil extraordinaire des ministres tenu dans la soirée de ce lundi 8 décembre 2025, que nous avons vécu une situation suffisamment grave, très grave. Il fallait effectivement ce compte rendu, il fallait qu'on ait le récit de ces événements-là pour se rendre compte de la gravité de ce que nous avons vécu le dimanche 7 décembre passé. Nos confrères qui ont titré Plus jamais ça au Bénin, ils ont raison. Les pères fondateurs avaient déjà parlé de Plus jamais ça au Bénin. Et peut-être pour la jeune génération qui n'a pas eu l'opportunité de vivre de pareilles situations, parce qu'il faut quand même l'admettre, il y a bien longtemps, le pays a déjà conjuré ce sort-là, des coups d'État, des situations de coups de force pour prétendre prendre le pouvoir politique. Et c'est dommage, c'est malheureux. Et donc ce récit nous a permis de voir, d'apprécier l'étendue de la gravité de la situation. C'est un acte suffisamment grave, éminemment grave, et que les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité ont réussi à épargner le Bénin d'une situation qu'on ne saurait qualifier, on ne saurait même pas dans quel état nous allons pouvoir être aujourd'hui, mardi 9 décembre, si cette situation n'avait pas été contenue, maîtrisée par les forces de sécurité et de défense. Et en plus de leur rendre hommage, de saluer la mémoire des victimes en termes de décès ou en termes de blessés, entre autres, il faut également saluer le peuple béninois, parce que sa sérénité, sa tranquillité et surtout sa désolidarisation de cette situation, parce que dans ces cas de figure, en général, les mouvements de foule, les intoxications, les inforces qui vont dans tous les sens, généralement drainent du monde. Et vous imaginez, dans le compte rendu du Conseil extraordinaire des ministres, on a pu se rendre compte de ce que, pour qu'il n'y ait pas véritablement de dégâts au sein des populations civiles, au sein de la communauté, et les forces de la coopération sous-régionale, notamment le Nigeria, par exemple, a été appelé à la rescousse avec son dispositif, son artillerie aérienne, donc pour limiter les dégâts. Et imaginez qu'il y ait eu de mouvements de foule incontrôlés et que les populations se soient laissées emballer par l'euphorie et par toute cette situation-là. Vous avez imaginé que ça allait être difficile à contenir, à gérer pour l'ensemble des acteurs impliqués dans la maîtrise et la gestion de cette situation-là. Donc on a véritablement frôlé le pire, et heureusement que les forces de sécurité et de défense, dans leur large, dans leur très grande majorité, sont restés effectivement dans leurs attributs. Ils n'ont pas trahi la République. Ils ont décidé d'affronter l'ennemi
et de dérouter, de mettre l'ennemi en déroute pour pouvoir préserver la quiétude et la tranquillité à la fois des institutions et des autorités en charge de la gestion du pays, à commencer par le chef de l'État qui a été personnellement ciblé. Et dans cette situation, c'est suffisamment grave. Et donc, il faut surtout saluer, reconnaître leur mérite et espérer que les compatriotes, et nous sommes tous concernés, que nous puissions jouer notre partition pour qu'on puisse effectivement, pour ceux qui sont encore en cavale et qui courent toujours, que l'on puisse pouvoir les rattraper, pour que l'on puisse situer les responsabilités surtout, et que l'on puisse savoir qui a été impliqué, qui a fait quoi, comment et à quel moment, que la République puisse faire entendre raison suivant dans le cadre de ce qui est la loi, et à tous les enfants de la République, du pays, qui peut-être manipulés, peut-être égarés, peut-être obsédés par des intérêts inavoués, des intérêts personnels, se sont écartés du droit chemin. Donc je pense que c'est un engagement que nous tous, nous devrions prendre en tant que citoyens béninois pour que nous puissions aider les forces de défense et de sécurité à finir le boulot qu'ils ont si vaillamment, si très bien accompli les 7 et 8 décembre que nous venons de passer. Plus jamais ça au Bénin, c'est un cri de cœur, c'est un credo que chaque Béninois doit pouvoir répéter et à longueur de journée et au moment de prendre certaines décisions, au moment de se décider à agir dans certaines circonstances. Cela ne nous honore nullement. Il y a eu tant d'efforts qui ont été consacrés ces dernières années pour ennoblir l'image de marque du pays, pour développer le pays. C'est visible, c'est tangible. On n'a pas besoin de rappeler encore, de citer encore des faits qui sont vérifiables, que tout le monde peut voir dès qu'on descend à l'aéroport de Cotonou. Et donc c'est regrettable que ce genre de situation puisse arriver et tente de mettre un coup d'arrêt à ce progrès, aux efforts de développement et à tout le sacrifice qui est consenti par chacun des compatriotes des Béninois pour que nous puissions mettre notre pays sur le même rang, au même pied d'égalité que les nations développées, les nations évoluées. Heureusement, la marche du progrès ne va pas s'arrêter, c'est clair, et la réaction est appropriée et proportionnelle à la provocation. Et donc je pense que pour que d'autres personnes s'égarent et se hasardent encore à imaginer et à se mettre sur un chemin de perdition de cette nature-là, ça va leur prendre du temps parce que la réponse a été à la hauteur de l'acte, justement. Alors Stéphane, après avoir pris connaissance de ce point fait par officiellement, j'allais dire tout simplement, quelle est votre appréciation? Oui, merci Carole. Avant de répondre à votre question, je voudrais déjà démarrer par commencer par relever que la journée d'hier a été très calme et les Béninois, les travailleurs, jeunes et femmes, debout, se sont levés pour vaquer à leurs occupations. Ouais. Cela montre que le gouvernement, le chef de l'État, a rassuré le peuple dans la soirée du 7 et a donné la preuve que nous pouvons faire confiance à ce gouvernement. On a rassuré le peuple a fait confiance, le peuple est sorti et on a prouvé ou on a vu que la situation était effectivement sous contrôle. Ensuite, je voudrais saluer toute la solidarité populaire, saluer toutes les formations politiques qui sont sorties, toutes les personnalités qui sont montées au créneau pour dénoncer avec la dernière rigueur ce coup d'État manqué, ce coup d'État déjoué. Saluer la solidarité, témoigner au chef de l'État, parce que vous ne pouvez pas, je ne souhaiterais pas être à sa place, parce que quand on est
à ce poste et que l'État est éprouvé jusqu'à ce point, ça agit énormément sur la psychologie. Et c'est heureux de voir que tout le peuple debout est uni autour de son chef et lui témoigne son soutien. C'est vraiment heureux et ça montre que au-delà, n'est-ce pas, donc de nos divergences, au-delà des querelles, des petites querelles qu'on peut nourrir entre nous et lorsqu'on retrouve et à aller de l'avant. Pour en venir maintenant à votre question, quand j'ai suivi le compte rendu fait par le porte-parole du gouvernement, M. Léandre Wilfried Rumbidji, j'ai compris deux éléments. Le premier élément, quand il a décrit comment l'attaque a eu lieu et comment les forces loyalistes, n'est-ce pas, donc, ont réagi, ont riposté avec efficacité, je me suis dit que nous avons une armée très professionnelle. Parce que c'est avec professionnalisme qu'ils ont réussi à déjouer ce tout-là, ce mauvais tout de ces putschistes, et sans grand bruit d'ailleurs. Ça, c'est le premier élément que j'ai pu relever. Deuxième élément, c'est ce souci de protection des civils. Ça a été une option fondamentale et le porte-parole, n'est-ce pas, donc, l'a relevé. Et c'est ce souci constant-là de protection des populations, de protection des civils, qui a d'ailleurs fait qu'à un moment donné, le chef de l'État a dû recourir, n'est-ce pas, donc, à la CEDEAO pour avoir, n'est-ce pas, donc, un contingent pour des frappes aériennes ciblées, de manière à ce que les populations, n'est-ce pas, donc, ne soient pas touchées par les tirs qui iront dans tout, qui devrait aller, n'est-ce pas, donc, dans tous les sens. Ça a été un point qui a fondamentalement retenu mon attention, qui montre que ce gouvernement reste, n'est-ce pas, donc, attaché, n'est-ce pas, donc, à la sécurité et à la sécurisation, n'est-ce pas, donc, du peuple béninois. Ensuite, voyez-vous, quand on regarde, n'est-ce pas, donc, ce compte rendu-là, on se rend également compte de ce qui tient à cœur, n'est-ce pas, donc, au chef de l'État. C'est le bon fonctionnement, n'est-ce pas, donc, des institutions de la République. Parce que, voyez-vous, si ces putschistes-là avaient réussi, n'est-ce pas, donc, leur sale besogne, voyez-vous dans quelle situation on se trouverait, où les institutions seraient paralysées, où les partis politiques n'auraient même plus à fonctionner, où notre pays serait dans une... À genoux, tout simplement. À genoux. Merci pour... serait tout simplement à genoux. Et le chef de l'État, malgré la situation qui prévalait au début, est resté ferme, n'est-ce pas, donc, et a été très stratégique en tant que chef suprême de l'armée et a donné les instructions nécessaires pour que, n'est-ce pas, donc, ces putschistes-là soient contrecalés, n'est-ce pas, donc, dans leur élan. Mais... Ensuite, quand j'ai vu les images, les images qui sont passées, quand ils se sont vus, en conseil des ministres, j'étais un peu ému parce que quand vous voyez, on a vu dans les images certaines personnalités de l'armée qui traînaient encore quelques séquelles, qui avaient les mains bandées, etc. Mais ils ont tous répondu à l'appel du chef de l'État. C'est la preuve que nous sommes dans un État où ceux qui nous gouvernent sont suffisamment responsables et sont conscients, n'est-ce pas, donc, des enjeux républicains. Donc nous sommes fiers. En fait, il y a des raisons d'être fiers de ce gouvernement, d'être fiers, n'est-ce pas, donc, du président de la République et de toute son équipe qui ont tout fait pour que notre pays échappe au pire.
Alors, Moïse, j'ai bien envie de poser la question que voici. Que signifie le fait que le cerveau présumé de cette opération soit toujours en fuite pour la cohésion au sein de l'armée béninoise? Je pense que c'est fondamentalement parce que très certainement, il a je ne suis pas membre, je ne suis pas militaire, je n'ai pas reçu de formation militaire, mais je suppose que s'il continue d'être en fuite, c'est que très certainement il a dû prendre des dispositions autres que celle dans laquelle il a plongé les hommes sous ces éléments, les hommes sous sa conduite, sous son leadership, parce que il a dû certainement se mettre à l'abri pour coordonner tout ce qu'il était en train de faire. Donc, on peut supposer qu'il n'était peut-être pas sur le terrain, parce que s'il avait été sur le terrain au premier loge, au premier rang, comment cela devrait être très certainement avec la facilité avec laquelle les éléments organisés aux ordres des généraux de l'armée, donc de la hiérarchie, ont dû répliquer et appliquer la riposte. Il aurait été l'un des tout premiers à être dans les mailles des forces de sécurité et de défense. Et donc s'il a pu se soustraire, s'il a pu s'échapper, donc que très certainement il n'était pas peut-être lui-même en personne sur le terrain et qu'il était peut-être dans un endroit isolé pour coordonner. Et c'est ce qui fait que l'appel est lancé à l'endroit de tous les compatriotes, de tous les citoyens, d'aider les forces de sécurité, de défense et les forces de... Est-ce qu'on peut penser à une complicité au sein des loyalistes également? Oui, j'en viens. Avant même de venir à la question de complicité, il faut déjà savoir que si le cerveau de l'opération est toujours en fuite, c'est et que éventuellement s'il était toujours sur le territoire, ce qu'on suppose probable, c'est que les citoyens doivent aller jusqu'au bout, jouer leur partition jusqu'au bout, comme ils ont déjà commencé. Et donner des informations justement pour qu'ils puissent être localisés. Il doit forcément être dans un périmètre, dans un rayon où au moins une personne ou deux personnes ont la possibilité d'avoir accès à lui. Et donc, les citoyens doivent pouvoir aider jusqu'au bout. Et effectivement, je devrais arriver également aux probabilités de complicité. Il n'est pas à exclure qu'il y ait de complicité jusqu'au niveau peut-être où on ne l'imagine pas. Il ne va pas être vraiment important de jeter peut-être du discrédit ou bien de l'opprobre sur des personnes. On n'a aucune information, on n'a aucune preuve pour pouvoir soutenir qu'il y a de complicité. Mais il est probable parce que c'est quand même des personnes qui sont ensemble depuis plusieurs années. Et il a gravi les échelons, il est monté en grade plusieurs fois. Donc il a dû... il est pendant plusieurs années en collaboration au quotidien, il brasse au quotidien un certain nombre de ses frères d'armes. Donc ce n'est pas exclu qu'il y ait de complicité en interne et qu'il y ait de couverture. Et d'ailleurs, il n'a pas agi seul. Donc s'il n'a pas agi seul, c'est déjà qu'il y a de complicité maintenant. Est-ce qu'il bénéficie de complicité pour se mettre à l'abri, pour se protéger, pour éviter de se faire arrêter? C'est à ce niveau qu'il faut peut-être voir si effectivement il n'y a pas des personnes qui peut-être au sein, dans les rangs, puissent aider également. Je pense qu'au niveau où on en est, les forces de sécurité et de défense ont témoigné de ce qu'ils sont professionnels, de ce qu'ils sont très intelligents, de ce qu'ils ne se sont pas montrés solidaires du groupuscule, parce qu'il faut le souligner également, ce n'est pas comme si c'était un grand monde, c'est juste une petite poignée de personnes, de forces dans les rangs qu'il a pu manipuler et utiliser à sa à sa guise. Et donc, il faut espérer que s'il y a des éléments dans les rangs, qu'ils puissent aider à ce que l'on puisse l'interpeller. Mais effectivement, les questions de complicité, ils sont là. Et c'est pour ça que nous devons quand même, c'est vrai que l'orage est passé, mais il ne faut pas baisser la garde, parce que tant que le cerveau continue de courir, il faut que chaque citoyen puisse se rendre compte de ce que nous sommes tous encore et toujours en insécurité, parce que il faut parvenir à dénicher tout ce qu'il y a à dénicher
pour que la sérénité qui est déjà là, qui est déjà patente, parce que beaucoup d'efforts ont été quand même déployés pour cela. Puisque pour qu'elle puisse être totale, il faut quand même que tous ceux qui ont été d'une manière ou d'une autre impliqués et à compter à partir du cerveau de l'opération puissent effectivement être interpellés. Stéphane, la même question pour vous? Oui, je voudrais déjà observer que nous sommes dans une situation où nous avons une armée, je le disais tantôt, responsable et professionnelle, qui a son système de renseignement. Et avec la situation que nous connaissons, toute l'armée doit être en alerte maximale. Et vu l'enjeu, la gravité de ce qui s'est passé, je pense que tout le dispositif de renseignement est déjà mis à contribution pour débusquer le cerveau qui serait encore en fuite. Et Moïse le relevait, ceux-là qui sont quelque part, ils sont au milieu d'un certain nombre de personnes. C'est des gens avec des gens, ils vivent. Donc forcément, ceux qui sont en train de cohabiter actuellement doivent également, n'est-ce pas, donc, collaborer sur la question de la complicité. Je n'y crois pas. Enfin, je ne voudrais pas envisager la possibilité dans ma tête. Je ne voudrais pas envisager cette possibilité parce que je suppose que nous avons des militaires qui sont conscients de leurs tâches, qui sont conscients de ce que si un coup de force réussit, les préjudices que cela peut avoir. On a des exemples dans la sous-région. Et cela... c'est dans tous les domaines. Et c'est dans tous les domaines. Un coup d'État n'a jamais arrangé un pays, n'a jamais arrangé qui que ce soit. Lorsque on y arrive et qu'on réussit et on arrive à prendre un individu, c'est tout le pays qui sombre. On a des exemples dans la sous-région, à l'échelle internationale. Nous avons également des exemples très illustratifs de ce que nous disons. Donc, au sein de l'armée, il y a quand même des forces, en fait, des soldats, des militaires, des officiers, des sous-officiers qui sont conscients, n'est-ce pas, donc, de la situation et ne prendront pas, n'est-ce pas, donc, le risque de s'impliquer dans une situation qui mettrait, n'est-ce pas, donc, notre pays à genoux. C'est de la nation tout entière qu'il s'agit, c'est de l'État béninois qu'il s'agit et personne ne serait responsable de cette affaire-là devant l'histoire, n'est-ce pas, donc, de notre pays. Voilà, on l'a aussi appris de façon officielle, l'armée nigériane n'a pas fait qu'intervenir immédiatement. Il y a leur présence actuellement sur le sol béninois. Quel intérêt stratégique a poussé le Nigeria à intervenir dans la situation que le Bénin vivait le dimanche dernier? Oui, il faut dire que c'est dans le cadre de c'est suffisamment clair, c'est dans le cadre de la coopération sous-régionale. Et vous savez, le Bénin appartient à un espace, notamment la CEDEAO, voilà, qui a son fonctionnement, qui a sa politique. Et surtout, il faut rappeler, lors de la prise de fonction du président Bola Tinubu, ça a été un de ses premiers engagements, qu'il vous souvienne, et que quand il a pris le pouvoir, le cas du Niger n'a pas tardé à se produire. Et vous avez vu l'énergie qu'il avait déployée en son temps pour condamner. Mais il n'est pas passé à l'acte. Et il avait déjà envisagé, justement... Pour le cas du Niger, il n'est pas passé à l'acte. Il avait déjà envisagé de passer à l'acte, mais ça a traîné parce que c'est arrivé comme une surprise. On ne va pas refaire l'histoire. Mais c'était une surprise également. J'en arrive. Oui, c'est arrivé. Il venait de prendre le pouvoir, M. Tinubu venait de prendre le pouvoir, et c'est arrivé comme une surprise parce que personne ne s'attendait en fait à ce qu'il y ait eu un coup d'État au Niger, par exemple. La transition démocratique s'était passée tout à fait correctement. Normalement, le président
élu, c'était à travers les urnes, il a pris régulièrement le pouvoir. Donc personne ne s'attendait à ce qu'une telle situation se produise. Et mieux, la CEDEAO, effectivement, avait passé beaucoup plus de temps à sensibiliser, à dire, à dénoncer, à reprocher à ce que les États copient cette situation de coup d'État, de règlement des situations dans les pays par les coups d'État, et était toujours dans cette démarche-là. Donc la capacité ou bien la promptitude dans la réaction n'était pas immédiatement sur le tapis. Il fallait faire les consultations dans le temps. Mais je pense que les faits, la répétition des coups d'État dans la sous-région ont mis tout le monde en alerte. Et donc, je pense que ce n'est pas seulement pour le cas du Bénin, c'est pas seulement dans le cas du Bénin que ça va, que nous allons observer désormais et prochainement des réactions aussi rapides, aussi promptes de cette nature-là. Je pense que dans l'espace CEDEAO, tous les États qui vont vouloir se hasarder à aller et à se comporter de cette façon vont voir une réaction immédiate de l'institution sous-régionale à travers les puissances en présence. Et mieux, le Nigeria ne peut pas se permettre à ce qu'il y ait un front encore qui s'ouvre comme ça de ce côté, du côté du Bénin, par rapport à tout ce qu'il y a déjà comme réalité. N'oubliez pas au nord du pays et même beaucoup plus au nord et en profondeur à l'intérieur du pays, il y a de l'insécurité, notamment par le phénomène du djihadisme, du terrorisme, à travers tout ce que les éléments de Boko Haram et les autres forces donc une première raison qui justifie son intervention. Donc le Nigeria n'a pas intérêt. Raison sécuritaire voilà, déjà. Raison sécuritaire pour la sécurité du Nigeria même. Mais parce aussi économique à travers les différentes frontières. Voilà, imaginez qu'autour, qu'il y ait une ceinture de pays déstabilisés aux mains de forces qui n'arrivent pas à contrôler forcément leur territoire et qui se retrouvent à être la ceinture d'un grand État comme le Nigeria. C'est un problème qu'on en rajoute aux dirigeants de là-bas. Donc, le Nigeria n'a pas un intérêt aujourd'hui à voir le Bénin sombrer et d'autres pays autour de lui, bien évidemment, sombrer dans une telle situation. Donc, on peut comprendre sa réaction et la promptitude et surtout la force déployée dans l'immédiat. Le Nigeria, c'est pas si loin également, ce sont nos frères, ils sont juste à côté de nous, nous vivons avec eux tous les jours. Donc la capacité de réaction, la promptitude de réaction, on peut justifier cela valablement à travers les accords, bien sûr, au sein de la communauté de la CEDEAO, mais également à travers le fait que pour préserver sa propre sécurité, le Nigeria a besoin de sécurité au-delà de ses frontières. Ça, c'est vrai que c'est à la demande du Bénin. Oui, c'est à la demande du Bénin que le Nigeria a envoyé sa troupe pour pouvoir venir en aide à l'armée béninoise. Mais dans le cas contraire, si le Bénin ne demandait pas cette aide-là, si le Bénin ne demandait pas cette aide, est-ce que cette intervention respecterait le droit international? Oui, le Bénin a quand même demandé, ce qui est évident et ce sur quoi nous pouvons discuter plus facilement, c'est que le Bénin et les autorités ont bien fait d'être transparents là-dessus. Le Bénin a effectivement demandé, et le Bénin a le droit de demander parce que nous sommes membres de la CEDEAO, nous sommes signataires des conventions. Qu'est-ce qui ne le permettait pas? Et au cas où le Bénin ne demandait pas, ça ne pouvait pas se faire. Si le Bénin ne demandait pas, je pense que ça allait mettre plus de temps, même si ça devrait se faire. Ça allait être plus compliqué de s'immiscer comme cela, de s'ingérer comme cela dans les affaires internes d'un pays, alors que les autorités n'ont pas sollicité immédiatement le concours de forces extérieures, de forces armées nigérianes. Et ce n'est pas seulement le Nigeria qui est là. Nous avons également appris que la Côte d'Ivoire également a envoyé des éléments au sol et qui sont à l'intérieur, qui sont à Cotonou et qui sont en train d'aider à coordonner. Donc, ce n'est pas que le Nigeria devrait être en capacité de débarquer comme cela avec ses militaires, avec son matériel, son artillerie pour opérer dans Cotonou comme cela si les autorités compétentes et qualifiées n'avaient pas appelé bien évidemment à ce que la force sous-régionale puisse intervenir et donc à travers le Nigeria. Donc le Bénin a demandé, le Bénin a un droit de demander parce que c'est une attaque et c'est des assaillants. Ce qui s'est passé, ce n'est pas une situation régulière. Ce n'est pas comme si c'était un mouvement de masse isolé que les forces de l'ordre auraient pu maîtriser, gérer. Non, c'est une attaque. Vous voyez, les hauts gradés, les généraux de l'armée sont ciblés. Le chef de l'État en personne, son domicile a été ciblé. Et donc, c'est une attaque. Et aux premières heures, si vous voyez le compte rendu qui a été fait aux premières heures, il n'avait pas été immédiatement su qui était à la manœuvre. Il a fallu du temps.
dans le déroulement des attaques à travers les hauts gradés, là, pour pouvoir finalement se dire, ah, attention, l'attaque est venue de telle région, de tel camp militaire, notamment on a pu savoir à travers le compte rendu du Conseil extraordinaire des ministres que c'est la base militaire de Togouin. Ce sont les éléments de la base militaire de Togouin qui étaient à la manœuvre. Et donc, il a fallu du temps pour savoir qui sont les assaillants, qui sont ceux qui sont à la manœuvre. Et donc, le Bénin a raison de demander, alors que les institutions, les figures de ces institutions sont la cible d'attaques nocturnes. Et on n'arrivait pas à identifier clairement qui était à la manœuvre avec la capacité de feu, la capacité de force, l'artillerie déployée par ces assaillants-là. Il fallait effectivement chercher d'abord à sauver les institutions, à sauver l'élite, la figure à la tête des institutions qui étaient ciblées. Il fallait déjà réussir à préserver et surtout préserver ceux-là pour pouvoir préserver les populations, parce qu'on ne sait pas si on finit de neutraliser les personnes qui sont en charge de la défense et de la protection des citoyens. Si on finit de neutraliser, et ça peut être les populations peuvent devenir, voilà, les populations peuvent devenir la cible. Et donc il fallait effectivement le gouvernement et celui qui a eu l'intelligence de réagir avec promptitude et de demander cette intervention à travers les accords que nous avons dans la sous-région. Il a eu la lucidité, il a eu l'intelligence nécessaire de pouvoir. Il faut protéger son peuple. C'est le premier devoir d'un chef d'État. Et je pense que c'est ce qui a été fait. C'est ce que nous devons saluer, c'est ce que nous devons reconnaître. Alors, Stéphane, avons-nous droit désormais à une nouvelle CEDEAO? Non, non. À une nouvelle version, j'allais dire, de la CEDEAO. Non, en parlant du fonctionnement, non, à travers leur intervention, oui, dans le cadre de cette attaque. Non, pas une nouvelle CEDEAO. Je pense que la CEDEAO a toujours normalement fonctionné. On a toujours eu droit à des messages déjà préécrits, de compassion. Évidemment. Mais aujourd'hui, ils sont passés à l'acte. Oui, ils sont passés à l'acte. Il y a eu du concret. Oui, il y a eu du concret parce que la situation n'a pas été la même. C'est que, et Moïse l'expliquait si bien tout à l'heure, le Bénin, en fait, c'est le Bénin qui a demandé, qui a sollicité qu'il était dans une urgence, il fallait une intervention très rapide. Et vous savez, quand on est en guerre, c'est une question de rapport de force. Et lorsque vous ne maîtrisez pas forcément tous les contours, vous mettez la balance de votre, enfin, vous faites pencher la balance de votre côté pour que la victoire soit de votre côté. Donc je pense que ce que le Bénin a fait, c'était qu'il y avait donc une certaine urgence et on a fait appel à la CEDEAO. Et la CEDEAO, n'est-ce pas, donc, a réagi promptement pour analyser. Non, pas pour analyser, mais pour se mettre déjà aux côtés du Bénin pour faire face à ces assaillants-là. Et donc, cela s'inscrit dans une coopération, dans le cadre d'une coopération sous-régionale. Et donc, si d'autres États étaient dans la même situation et sollicitaient, n'est-ce pas, donc, la CEDEAO réagirait de la même façon. Parce que tous les pays qui sont membres, n'est-ce pas, donc, de la CEDEAO bénéficient, n'est-ce pas, donc, des mêmes avantages. Ce n'est pas que le Bénin a été, n'est-ce pas, donc, priorisé ou privilégié par rapport à... Non, le Bénin a utilisé, n'est-ce pas, donc, ses droits. Il a utilisé ses droits, il a demandé que la CEDEAO, n'est-ce pas, donc, réagisse. Et cela a été fait. Donc, c'est une... je vais dire, cela s'inscrit dans le cadre du fonctionnement normal des institutions qui sont, n'est-ce pas, donc, au sein de la CEDEAO. Et ça montre que vraiment on a besoin de la coopération, n'est-ce pas, donc, sous-régionale pour faire face à un certain nombre de situations. Imaginez que cette coopération-là n'existait pas. Imaginez que la CEDEAO n'était pas intervenue. Voyez-vous? Parce que dans le compte rendu, le porte-parole a été clair. Il a dit, dans le souci, n'est-ce pas, donc, de préserver, n'est-ce pas, donc, la population, on a été donc obligé de recourir, n'est-ce pas, donc, au Nigeria pour des frappes aériennes ciblées. Donc,
Voyez-vous, s'il n'y avait pas cette coopération-là, peut-être que ça aurait été dans tous les sens et on assisterait déjà à des milliers ou des centaines de morts. Donc le pire, n'est-ce pas, donc, a été évité grâce à cette coopération sous-régionale-là que moi, d'ailleurs, je salue. Et vous comprenez maintenant pourquoi notre chef de l'État, le président Patrice Talon, est tout le temps resté attaché aux valeurs que prône la CEDEAO. En son temps, les gens ne l'avaient pas compris, ont estimé qu'il prenait fait et cause pour une session contre des frères, etc. Non, nous avons besoin de protéger cet espace-là qui nous protège, n'est-ce pas, donc tous. Et c'est ça, le Bénin en a bénéficié aujourd'hui. C'est ça qui montre que tous les pays, n'est-ce pas, donc, ont le devoir de faire fonctionner normalement cette institution-là, qui est là, n'est-ce pas, donc, pour servir la sous-région pour des questions, surtout de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, ce qui menace, n'est-ce pas, donc, la sous-région, aujourd'hui, ce n'est plus, n'est-ce pas, donc, simplement des questions économiques, ça devient de plus en plus des questions militaires. Ça devient de plus en plus des questions militaires. Justement. On a vu, et puis on est arrivé dans une situation où il y a déjà scission, fissure, à cause des questions militaires, à cause des questions, n'est-ce pas, donc, de coup d'État. Et donc, ce n'est pas une situation fondamentalement normale. Il faut œuvrer à ce que cette institution qui est la CEDEAO Alors, peut-on dire alors que cette tentative s'inscrit dans le cadre ou dans la dynamique régionale de coup d'État, en faisant allusion à tous ces États, le Mali, le Burkina Faso ou encore le Niger? Je n'ai pas bien perçu le fond de Peut-on de dire la alors que question. cette tentative s'inscrit dans la dynamique régionale de coup d'État? En vrai, la tentative dont vous parlez, je suppose que ce n'est pas la tentative de coup d'État. Oui, tout à fait. La tentative de coup d'État. Si c'est la tentative de coup d'État, la CEDEAO est là pour que les institutions, les systèmes, les régimes, n'est-ce pas donc, puissent fonctionner normalement. Qu'il n'y ait pas des situations, n'est-ce pas, à mettre à genoux le fonctionnement des pays. Si, au sein de l'espace, il y a des coups d'État qui viennent mettre en péril l'ordre, n'est-ce pas, donc constitutionnel, c'est donc normal que la CEDEAO réagisse pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli, n'est-ce pas, donc au niveau de tous les pays. C'est vrai que si la CEDEAO intervient comme ça, sans l'appel des pays ou sans la demande à l'aide des pays, cela pourrait être considéré comme une certaine forme d'ingérence. Je suis d'accord. Cela pourrait être considéré comme une certaine forme d'ingérence. Mais en même temps, la CEDEAO a l'obligation de faire en sorte qu'il y ait un cadre politique viable pour l'ensemble de la communauté. Parce que quand un coup d'État réussit dans un pays, réussit dans le deuxième pays, réussit dans le troisième pays, ça devient comme une sorte de virus qui se répand et qui viendra embraser, n'est-ce pas, donc tous les pays de la communauté. Donc il est donc important que la CEDEAO soit là pour veiller au grain, faire en sorte que l'ordre constitutionnel soit donc respecté dans chaque pays. Et le Bénin est le cas le plus palpable, n'est-ce pas, donc de l'efficacité de cette institution sous-régionale. Ce que je disais tantôt et qui peut-être vous a amené à cette question. Vous voyez, ce qui se passe dans les autres pays, coup d'État au Mali, coup d'État au Niger, coup d'État au Burkina. Vous voyez, ça finit par donner de l'appétit à certains soldats dans la sous-région. Mais l'exemple est là. Est-ce que ces coups d'État-là arrangent ces pays-là? Est-ce que ça permet le bon fonctionnement de ces pays-là? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser et on pourra faire le débat après. Mais mon opinion sur le sujet, c'est que les coups d'État-là n'arrangent pas
ces pays-là, on a vu ce qui s'est passé, n'est-ce pas, donc, au Niger. Et donc, on ne peut pas souhaiter que cela arrive dans notre pays. Des pays ont décidé de se désolidariser de la CEDEAO. Il y a d'autres pays qui sont encore dans la CEDEAO, comme le Bénin, et qui bénéficient n'est-ce pas, donc, de l'appui de cette institution. Et c'est tant mieux que cette institution-là continue par fonctionner normalement, par veiller au grain, pour garantir la paix et la sécurité au sein, n'est-ce pas, donc, des nations. Alors, Moïse, ma question, suite aux interventions de Stéphane, c'est de savoir comment se rassurer ou s'assurer qu'après cette intervention nigérienne, le Bénin reste maître de sa sécurité et de ses institutions. Justement, et même avant de venir à votre question, je vais abonder dans le même sens que Stéphane et dire qu'il ne faut pas oublier que dans la vie de tous les jours, dans le fonctionnement de nos États, les casernes, les autorités et les éléments fonctionnent en coopération. Il y a des formations, par exemple, qui sont données aux éléments des forces de défense et de sécurité en commun dans la sous-région. Parfois, les officiers béninois vont recevoir des formations au Burkina, les officiers béninois vont au Niger. C'est parfois les mêmes écoles qui les forment, même au-delà des frontières africaines en Europe et autres. Donc, parfois, c'est des frères d'armes, c'est des amis, c'est des personnes qui se connaissent. Et donc, l'appétit arrive forcément en voyant que ça se passe allègrement avec une aisance déconcertante. C'est pourquoi le cas du Bénin est très édifiant. Et la capacité de réaction, la réplique du Bénin va peut-être essayer d'éteindre un tout petit peu cet appétit-là. Parce que c'était devenu une facilité quand même déconcertante pour quelques éléments de se réveiller certaines nuits au petit matin et de prendre le pouvoir comme cela et de se proclamer autorité. Le danger, c'est que cela met à mal le fonctionnement des institutions. Et plus encore au Bénin. Est-ce que la situation au Bénin aujourd'hui, ce que nous vivons, je n'ai pas envie de commenter parce que je ne vis pas au Mali, je ne vis pas au Niger, je ne vis pas au Burkina Faso, mais je n'ai pas envie de commenter ce qui se passe. Je n'ai pas envie de m'étendre surtout sur ce qui se passe de ce côté-là. Mais nous, aujourd'hui, au Bénin, on a quand même des institutions qui fonctionnent. On a nos institutions qui parviennent à se renouveler à travers, surtout les institutions qui doivent se renouveler à travers les unes, se renouveler à travers les unes. On peut avoir des frustrations en interne. On peut ne pas être d'accord. Ça, c'est la démocratie d'ailleurs. En démocratie, tout le monde n'est pas d'accord. Et c'est parce que tout le monde n'est pas d'accord que la majorité, que la voix de la majorité prévaut. Et donc, on peut ne pas être d'accord avec tout. On peut ne pas se reconnaître dans la façon dont certaines choses sont faites. Mais heureusement pour nous, quand même, nous sommes encore dans un contexte où les élections se tiennent à échéance, où le Parlement fonctionne, où l'exécutif fonctionne, où le judiciaire fonctionne. On n'a pas de raison en réalité de connaître une situation pareille pour ce qui concerne le Bénin. Et maintenant, oui, est-ce qu'avec cette intervention du Nigeria, le Bénin peut se dire qu'il est complètement à l'abri? Je pense personnellement, je n'ai pas suffisamment d'expérience en la matière, mais je pense que c'est quand même une force qu'il ne faut pas négliger. Et ce n'est pas seulement le Nigeria, il ne faut pas regarder, il ne faut pas faire un focus sur le Nigeria. Ce de quoi il est question, c'est surtout la CEDEAO. C'est parce que c'est dans le cadre des accords à l'intérieur de cette institution que le Nigeria a eu cette facilité et cette aisance-là d'action. Et donc ce n'est pas que le Nigeria, il n'y a pas que le Nigeria actuellement au Bénin, dans le cadre de la force en attente de la CEDEAO. Il y a également la Côte d'Ivoire. Et donc, je pense que la présence de ces forces-là sur le sol béninois en ce moment nous permet d'être sereins, d'être tranquilles et permet de reprendre entièrement le contrôle sur toute la situation avant que effectivement ces forces-là puissent apprécier au regard des mois, les semaines et les mois à venir s'il y a opportunité de se retirer. Et surtout, n'oubliez pas que le Bénin est en train d'approcher de grandes échéances électorales. Donc, c'est des mouvements de foule énormes. Et tout à l'heure, à partir le 11 janvier à venir, par exemple, les citoyens seront aux urnes. Et en avril et en mai également, il y a également une échéance, une élection présidentielle à tenir. Vous voyez, cette situation met déjà le pays dans une posture assez délicate pour permettre qu'il y ait de troubles à l'intérieur et sur le territoire en ce moment.
Et donc, je pense que le Bénin peut être... on peut définitivement dire que oui, le pays se porte très bien et que le risque est véritablement écarté. Et le seul risque, ou bien le seul inconnu de la situation maintenant qu'il faut résoudre, et c'est pour ça que les citoyens et tous les compatriotes doivent être vigilants, c'est de réussir à appréhender les autres qui sont en fuite, voilà, surtout le cerveau de l'opération, pour pouvoir en savoir davantage sur les implications et surtout prévenir d'autres situations semblable, mais c'est déjà devenu quand même très certain que ça ne va plus pouvoir être possible pour ce qui concerne le Bénin de basculer dans cette situation-là. Cette même dernière question pour vous, Stéphane, comment s'assurer après cette intervention de la CEDEAO, puisque Moïse en parlait tout à l'heure, de ne pas faire une fixation sur l'armée nigérienne qui a promptement répondu à l'appel du Bénin. Comment s'assurer que le Bénin reste maître de sa sécurité et de ses institutions? Oui, le Bénin reste déjà. Le Bénin est déjà maître de sa sécurité et de ses institutions. Il y a eu un cas de force majeure qui a amené les responsables au plus haut niveau à utiliser les atouts stratégiques au niveau de la sous-région dont ils disposent pour répondre à une situation ponctuelle. Et donc, cette situation étant passée, on a vu très rapidement que les activités ont repris normalement leur cours. On a vu le président de la République le soir déjà à la présidence de la République. Déjà le lendemain, hier, donc, il y a eu conseil des ministres. On a vu les présidents des institutions qui sont allés témoigner leur soutien à certains confrères qui ont vécu en live la psychose de tout ce qui s'est passé là. Donc, je pense que ça a été une petite tache noire, une petite virgule, mais très rapidement, les choses sont rentrées dans l'ordre. Les institutions fonctionnent normalement. Le chef de l'État est bien assis et bien en place et coordonne, n'est-ce pas, donc les activités. Donc tout va se poursuivre. Ce qui reste, c'est que, comme on le disait tantôt, l'armée béninoise qui est restée très professionnelle dans tout ce qu'il a fait jusque-là, tout ce qu'elle a fait du moins jusque-là, l'armée béninoise va donc continuer dans sa dynamique pour arrêter ceux qui sont encore en cavale, ceux qui sont en fuite. On va les arrêter pour définitivement mettre un terme à ce scénario-là qui, ma foi, n'honore pas du tout, n'est-ce pas, donc, notre pays. Et Moïse le rappelait tout à l'heure, il faut bien que toutes les populations collaborent et que plus jamais ça, n'est-ce pas, donc, dans notre pays. Nous allons aborder le deuxième sujet retenu pour ce matin. Il s'agit des législatives de 2026 au Bénin. Alors, on parle des rapports de force dans la 6e circonscription électorale. Alors, Moïse, dites-nous, quelles sont les figures emblématiques qui pourraient impacter politiquement pour ce scrutin? Oui, il faut déjà, avant même d'aller voir les figures politiques, il faut voir les formations politiques. Et il faut compter surtout et fondamentalement avec le parti UPR. Il faut compter également avec le parti BR. Il faut compter avec le parti de l'opposition, la plus importante partie de l'opposition d'ailleurs, les démocrates. Et c'est d'abord principalement sur ces partis politiques que l'on fait d'abord focus. Et bien sûr, il faut penser à la force Cori pour un Bénin émergent, la FCBE, et à Moël Bénin également, qui sont dans la course, qui ne vont pas ne pas peser et dire leurs mots, même si le poids peut-être par rapport aux 3 premières formations politiques va être discutable. Et donc, si on pose le décor effectivement par les formations politiques, on voit déjà le premier cité, l'UPR,
avec ces figures, notamment un certain Aïssi, si je ne dis pas Christophe Aïssi, qui est en train de conduire la liste, et en deuxième position, voilà, en deuxième position, après lui, il y a monsieur l'honorable Oden Aladati. C'est des poids lourds qui sont mis dans la balance. Il y a quelques jours, dans une analyse ici, nous étions en train de faire observer que dans les circonscriptions où il y a surtout l'élite, et également où les citoyens sont beaucoup plus en état de veille, comme la 16e circonscription qui va de la 7e du 7e jusqu'au 13e arrondissement de Cotonou, par exemple, ou encore comme la 6e circonscription, donc à Bomé-Calavi, Soava, par exemple, que les forces politiques, les partis politiques ont mis dans la balance des forces, des acteurs suffisamment influents pour pouvoir faire pencher la balance de leur côté. Et donc, en parlant d'approche, bien sûr, les prémices du combat des gladiateurs, c'est surtout à travers ces acteurs-là, qui sont les représentants. Même quand on va chez les acteurs du BR, par exemple, on a en deuxième position, par exemple, chez les acteurs de cette formation politique, on a quelqu'un qui est également député à l'Assemblée nationale, l'honorable Soko Ekwe, par exemple, en deuxième position. Vous comprenez déjà que ça va être une bataille très rude, parce qu'il ne va pas vouloir, comme cela, ne pas se présenter de nouveau à l'Assemblée nationale. Et donc, déjà, pour faire élire le premier et faire élire le deuxième, et peut-être encore plus, il va pouvoir mouiller le maillot, il va pouvoir travailler. Et donc, il va devoir surtout drainer du monde pour cette liste-là. Et également chez les démocrates ont également compté sur une force, une dame d'ailleurs, qui est également à l'Assemblée nationale, en la personne de l'honorable Olo Soumaï. Et donc, vous voyez, ce n'est pas des poids plumes que les formations politiques, surtout les formations politiques qui sont très en vue, ont parachuté, ont positionné dans la 6e circonscription électorale. Donc, le combat sera véritablement un combat de gladiateurs. Même Mouel Béné a mis son président dans la 6e circonscription électorale, en la personne du président lui-même, le ministre conseiller Jacques Ayadji, qui est candidat dans la 6e circonscription électorale. Et donc, disons que chaque formation politique y est allée de ses forces, de tout son poids pour que les acteurs qui vont le représenter ici, et surtout dans la 6e circonscription électorale, soient effectivement des personnalités connues, des figures qu'on a l'habitude de voir. Et pour pouvoir présager de comment les choses vont se passer, il faut peut-être se référer à la dernière fois, à la dernière élection. L'UPR était arrivé largement en tête dans la 6e circonscription, avait enlevé plus de sièges dans la circonscription électorale, et le BR et le parti Les Démocrates ont pu s'en sortir avec un député et chacun. Et donc, il faut se dire que cette fois-ci, ils vont peut-être vouloir faire mieux. Et donc, ça peut justifier pourquoi certains positionnements, surtout les forces qu'ils ont par rapport à aux gens de BR, par exemple, s'ils ont mis les popularités voilà, s'ils ont mis la force qui a déjà pu enlever un mandat et qui est déjà allé à l'Assemblée en deuxième position chez eux, par exemple, c'est pour dire qu'ils espèrent pouvoir drainer encore plus de monde, se baser sur sa popularité et surtout sur son bilan pour pouvoir drainer encore plus de monde vers cette liste-là. Donc le combat sera effectivement de taille. Et n'oubliez pas le titulaire pour la liste de l'UP, le titulaire au poste réservé aux femmes, c'est Madame Afiavi Claudine Prudencio, et tout le monde connaît l'animal politique qu'elle est, et il va falloir effectivement franchement batailler dur pour pouvoir prendre, faire tomber l'UPR, qui a déjà démontré sa capacité à phagocyter, à tout récupérer dans la circonscription électorale. Il faudra véritablement pour les autres formations politiques de batailler dur. Il y a une capacité de réaction, mais la capacité de réaction va être véritablement limitée par rapport à la force principalement de l'Union progressiste, le renouveau. Stéphane, très rapidement. J'espère avoir le même temps de parole. Non, pas du tout, vous ne pourrez pas l'avoir. Comment quand pourra gérer la concurrence directe? Très rapidement, pour finir. Je voudrais relever deux éléments.
Très rapide. Très rapidement. Vous avez 2 minutes. 2 minutes, c'est même beaucoup. Oui, allez-y. Je vais y arriver. Donc, je pense que la 6e circonscription électorale est une circonscription politiquement assez dense parce que c'est une concentration de plusieurs personnalités qui ont quand même une certaine notoriété sur le plan politique. Donc, l'image ou le tableau de la 6e circonscription électorale, c'est le choc des titans. C'est le choc des titans. Mais il faut relever que, et Moïse le soulignait tout à l'heure, la 16e circonscription électorale, c'est une circonscription à prédominance UPR. L'UPR est très bien assise, du moins en tant que parti. En tant que parti, bien évidemment, dans cette circonscription électorale, ils ont pu lever 5 députés. 5 députés. Ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est vrai que pour cette fois-ci encore, je pense que l'UPR pas favori à mon sens quand on voit les personnalités qui sont encore positionnées à ce niveau-là. Quand on prend par exemple quelqu'un comme Christophe Haïssi, Fangbemi Brice et Sogadji, ces trois-là d'abord, c'est des têtes de pont qui ont une certaine assise. Ça c'est clair, qui ont une certaine assise dans la 6e circonscription électorale. Quand vous prenez quelqu'un comme Sogadji qui gère la section UPR et qui travaille, n'est-ce pas, donc à la mobilisation, ça ne va pas être du tout repos. Et maintenant, on vient ajouter à cette liste-là Claudine Prudencio, qui a quand même une certaine notoriété dans cette circonscription électorale-là. Donc, du coup, moi, je me dis déjà que la liste UPR a déjà une longueur d'avance. Maintenant, c'est que les autres partis qui ont réussi à lever un siège pour les dernières élections vont maintenant essayer à améliorer leur score. Surtout quand on prend la liste BR avec l'entrée en scène de Hippolyte Arondemé, qui a secoué la circonscription ces derniers mois. On va se dire que ça ne va pas être une mince affaire. C'est vrai que il y a également Nathaniel Sopo-Ekpe qui a peut-être quelques problèmes actuellement, qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux. J'espère pour lui qu'il trouvera une situation très très rapidement pour que cela ne détaille pas sur son image au sein de son électorat. Maintenant, quand on prend les deux autres partis, comme FCBE et le parti... Vous avez fini vos 2 minutes. Oui, et le parti LD, je vais chuter. Et il y a quand même Runge Damien au niveau de FCBE, qui est quand même un jeune très, 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 très actif aussi. Et quand vous prenez LD, il y a quelqu'un comme Dossa Paulin, qui est sur la liste, qui est très connu politiquement dans la sous-région. Donc, quand on prend tout ça là, je dis que c'est le choc des titans et l'UPR pas favori, mais ce n'est pas comme si tout était déjà gagné d'avance, parce que en politique, les jeux se défont, et puis on ne sait jamais ce qui va se passer. Le jeu reste ouvert et on leur souhaite tous bonne chance. Bonne chance.